Philippe Aubert, c'est aussi sophistiqué chez nous, cette maturation technologique et scientifique? Oui. Oui, mais j'écoutais le récit de Jean-Louis, puis je me disais à moi-même, ah oui, des fichiers Excel, j'en ai employé. Il y a Google SketchUp, je ne le connais pas celui-là, ça a l'air intéressant. Pour faire du 3D. Pour faire du 3D? Ah. C'est une version très dégradée de Katia. Ah, bon, j'en prends en note pour le prochain. Mais je vois le même souci, le même côté maniaque chez moi que dans ce que Jean-Louis décrivait à l'instant. J'ajouterais une chose quand même, c'est que on a fait une présentation à Boréal l'année d'après la publication. Et ce que j'avais quand même montré en affichant les fichiers Excel à l'écran, c'est en fait à quel point aussi il y avait, disons, des pages complètement vides parce que même si on avait l'organigramme, on ne s'était pas amusé à trouver les noms pour les 600 membres d'équipage. Donc il y avait une sorte, c'est un peu quand même un village Potemkin, ce genre de création de monde. Mais comme dans un générique où tu vois écrire technicien ou alors, je sais pas, client dans le bar 1, client dans le bar 2, etc. Parce qu'ils apparaissent dans la scène, mais on n'a pas pris la peine de les nommer, c'est sûr. Mais tu sais que moi je vous bats tous, je suis très fier, parce que moi j'ai publié 2 articles scientifiques sur les bases que j'ai utilisées dans Mourante. Et en fait, j'ai fait les articles un peu avant la fin de l'écriture du truc, et ils ont été publiés avant l'apparition du truc. Et ça a l'air de te paraître bizarre, mais c'est un travail minutieux, mais sans ça, ça ne tient pas. Il y a un besoin, sinon ça... C'est le cartilage que tu m'interroges. Mais c'est pas paradoxal de dire que les lecteurs le lisent pour avoir des aventures, pour vivre quelque chose d'autre ailleurs et demain, et en même temps il faut que ce monde tienne. Est-ce que le lecteur s'en préoccupe? Tu veux que je te donne un exemple? Je vais te donner un exemple très précis qui implique mon camarade et complice Jean-Louis Trudel ici bien. Dans l'étoile mourante, il y a un endroit où un personnage transporte une valise qui contient des nanomachines à base d'arsénure de gallium. Et je dis à un moment donné, la valise pesait 25 kilos. Et Jean-Louis, ici présent, a lu le manuscrit, est arrivé à la base d'arsénure de gallium, avait les dimensions de la valise, a vu 25 kilos, a donc sorti la table de Mendeleïev pour savoir quel était le poids massique de l'arsénure de gallium, a fait un calcul et est arrivé à 19 kilos. Et il m'a dit, ça marche pas. J'ai dit non, parce que les parois de la valise sont doublées de plomb. Il a repris sa calculette, il m'a dit, oui, tu as raison, et on est passé à autre chose. C'est vrai, c'était dans mon salon, il y a des témoins. Ça me rappelle un Crédac, Eric. Oui, mais il avait fait plein de trucs aussi. C'est normal, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal parce que c'est pas grave, j'aurais pu dire 28 kilos, on s'en foutait. Vous en seriez foutu. Mais quelque part, la raison pour laquelle il y a 25 kilos, c'est que la valise dont je parle en une ligne, elle est parfaitement claire dans mon esprit. Et c'est parce qu'elle est parfaitement claire dans mon esprit que c'est pas un machin de carton-pâte, mais que c'est un vrai machin. Cela dit, je vous rassure, c'est pas vrai ce que je raconte, c'est pas vrai du tout. Mais ça pourrait. Ce que tu racontes dans tes livres, tu veux dire. Christian, même processus? Alors, moi, j'essaye de respecter autant que faire se peut ce que l'on connaît en termes de physique et d'astrophysique. Cela dit, dans Siegfried Schetter, je développe une idée. C'est une idée à laquelle je crois. C'est que notre vision du monde est très, en fait, conditionnée par notre propre physiologie. Et que des races, des espèces extraterrestres ont forcément une vision du monde complètement différente. C'est que les lois physiques pour un autre esprit sont différentes. Ce qui est paradoxal, puisqu'effectivement l'univers est un. Mais je ne pense pas que la vision que nous avons de l'univers soit une vision exacte. Je pense que c'est extrêmement approximatif et que c'est seulement ce que nous pouvons nous concevoir. J'en veux pour preuve l'évolution que cet univers connaît depuis quelques siècles, et voire quelques décennies, dans sa conception. Alors à chaque fois, la conception nouvelle intègre les conceptions anciennes, et pour le moment on n'a pas encore de grosses difficultés, mais je ne pense pas que la vision que nous ayons des lois physiques soit absolue. Alors cela étant dit, il faut respecter ces lois physiques parce que sinon le lecteur effectivement s'en aperçoit. Ou alors il faut avoir sa complicité.
le nombre de vaisseaux spatiaux dans l'espace opéra qui voyagent au-delà de la vitesse de la lumière. Alors on a dit ça, on va dans un trou de verre, on fait la vitesse transluminique, etc. Bon, on ne sait pas faire. Il est possible que ce soit impossible. Enfin, en tout cas, à l'état actuel de la physique, c'est impossible. Mais bon, le lecteur est complice et il admet le procédé parce que ça veut dire on va passer d'une planète à l'autre et on va pas quand même avoir 300 pages de description de voyage parce que ça dure. Donc voilà, en un paragraphe, c'est expédié. Et ça, j'ai découvert ça quand j'ai écrit pour la jeunesse, justement, parce que il fallait supposer que les jeunes n'avaient pas ces codes-là. Et que donc, quelque part, il fallait leur expliquer, attention, voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va voyager très vite, mais en même temps, c'est pas vraiment possible. Donc, faut faire la part entre ce que l'on sait scientifiquement et ce que le romancier s'autorise pour que son récit soit plus dynamique. Ce qui est grave, effectivement, c'est de ne pas le faire exprès. Et l'exemple de la balise que donne Jean-Claude est bon pour ça, parce qu'effectivement, il faut vérifier la cohérence de ce que l'on dit. Mais chacun a sa logique. Comme dans tout bon space opéra, il y a un vaisseau spatial dans mon roman, mais son équipage est extrêmement réduit. En fait, il y a 2 personnes vivantes, un certain nombre de machines, et puis parce que la mission va peut-être exiger quand même des coups de main, on recrute un équipage de 10 personnes. Parce que ça, je crois fondamentalement que si un jour des vaisseaux spatiaux existent, pour de multiples raisons, l'équipage vivant sera réduit. Alors, on va pas, ça coûte très cher un bonhomme à envoyer dans l'espace. Donc, et ça coûtera toujours très cher. Donc ça veut dire que, voilà, ma cohérence à moi me dit, dans un vaisseau spatial, l'équipage est extrêmement réduit.